Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, tu es sage-femme depuis plus de 10 ans, t'es engagée, t'as écrit plein d'ouvrages sur la santé des femmes et la maternité, et on peut te retrouver régulièrement à la télé. Aujourd'hui, on avait envie de parler de nouveau de l'allaitement, après y avoir consacré il y a quelques semaines un épisode pour démêler un peu le vrai du faux sur l'allaitement. Aujourd'hui, c'est plus un épisode qui vise à conseiller les mères qui souhaitent allaiter. C'est pas un épisode qui a vocation de dire aux mères qui ne veulent pas allaiter que c'est pas bien. C'est un épisode pour celles et ceux qui souhaitent se renseigner. Et d'ailleurs, je voudrais juste rebondir direct sur un truc, c'est que moi, je ne suis pas la plus spécialiste de l'allaitement. Donc, ce sont des conseils génériques, vérifiés par la science, mais attention, si vous voulez en savoir plus sur l'allaitement, moi je donne pas mal de conseils dans mes bouquins, ils sont bons, mais n'hésitez pas à aller voir d'autres autrices. Je pense à Marie Thirion, je pense à Carole Hervé, je pense à Véronique Darmanjard, qui, elles, sont vraiment des grandes Manitou de l'allaitement. Et puis aussi, il y a des podcasts. Alors là, tu vas hurler parce que je vais faire la pub d'autres podcasts. Mais il y a des podcasts qui sont uniquement consacrés à l'allaitement, où vous trouverez, il y a Milkshaker Podcast, enfin, il y en a plein. Boob Attends, Boob. comment ça s'appelle? Milkshaker Podcast. Où t'as Boob Boob. Enfin, il y en a plein. Allez voir, vous tapez podcast allaitement. C'est extraordinaire comme Voilà. Et donc, ça, allez évidemment les écouter si vous avez des trucs spécifiques ou si le sujet vraiment vous intéresse. Moi, je ne suis pas la plus spécialiste. C'est super, mais on va quand même vous parler, donc restez avec nous et on vous mettra les liens dans la description de l'épisode pour toutes ces références. Anna, on va prendre les choses dans l'ordre chronologique. Comment on démarre l'allaitement? C'est-à-dire à quel moment, une fois que le bébé arrive, on commence l'allaitement? Eh bien, en fait, assez vite, puisque en fait, le petit, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il va chercher à téter. Enfin, souvent, c'est dans les 2 premières heures. Ça peut être un peu retardé parfois selon les circonstances de l'accouchement, mais très vite. Et d'ailleurs, entre sages-femmes, quand on accouche entre sages-femmes, on fait un truc très marrant. Moi, je l'ai fait avec mon fils aîné. C'est-à-dire qu'on pose le bébé vraiment en bas du ventre et tout seul, il va aller ramper avec ses mains et il va aller trouver le sein. Mais c'est pas une blague, hein. Il trouve le sein, il trouve le mamelon, il se met au sein tout seul. Donc, en fait, le bébé, lui, il est programmé, j'aime pas ce mot, mais pour aller téter. Et donc, en fait, la mise au sein, la première mise au sein, elle est rapide et très importante pour la mise en place de l'allaitement. Pas d'inquiétude, s'il y a une césarienne, s'il y a des circonstances compliquées de l'accouchement, on pourra toujours aller tirer du colostrum, c'est aller prendre quelques gouttes de colostrum, les donner à la cuillère à l'enfant et faire une mise au sein plus tard. Et c'est pas du tout pour ça que l'allaitement sera perdu. Mais en tout cas, quand les choses se passent bien, ça va très très vite. Justement, ça va vite, donc comment on se prépare pour ça? Alors moi, ce que je vous conseille, parce qu'on dit oui, c'est naturel, donc il n'y a pas besoin de préparation, comme le fait d'être parent, comme le fait de tout, comme le fait d'accoucher. Bon, j'aime pas trop ça, on est des humains, donc c'est naturel, il y a une dimension naturelle, mais pas que. Donc moi, je vous conseille pendant la grossesse, si c'est un sujet qui vous intéresse, l'allaitement, que vous avez envie d'allaiter, c'est d'aller vous renseigner, comme d'aller vous renseigner sur le fait que ça change quoi d'être parent. Donc lisez des livres, écoutez des podcasts, préparez-vous. Parfois, faites un atelier de préparation à naissance et à parentalité avec une sage-femme. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec une consultante IBCLC pour en savoir plus. Enfin bref. Une consultante c'est une consultante IBCL. IBCLC, c'est une consultante en lactation qui est vraiment spécifique, enfin spécialiste de la question. Mais bon, même si vous n'avez rien fait et que vous arrivez en salle d'accouchement, vous inquiétez pas, on y arrivera quand même. Hein. Et on aura cette première mise au sein qui est un moment assez incroyable parce qu'on voit que les nouveau-nés sont très compétents, donc c'est assez incroyable. La première mise au sein, le début a l'air relativement naturel. Est-ce que c'est après que ça devient plus complexe? Est-ce que c'est par la suite qu'on se pose plus de questions sur que faire, comment, etc.? Je pourrais comparer l'allaitement à l'accouchement, c'est-à-dire que en fait, personne ne va être logé à la même enseigne. Il y a des femmes, elles vont mettre la première fois leur bébé au sein et hop, c'est parti pour l'autoroute du kiff pendant plusieurs mois, plusieurs années. Il y en a d'autres, elles vont avoir des problèmes au démarrage, puis après. Il y en a d'autres, ça va être des problèmes 15 jours après. Enfin, il n'y a aucune règle en réalité. Mais ce qui est sûr, c'est que par contre, pour cette première mise au sein, moi quand même, quand on est un peu ensuqué parfois par l'accouchement, on a vite fait de mettre le bébé n'importe comment, etc. Donc n'hésitez pas à dire à l'équipe, à l'auxiliaire de puériculture, à la sage-femme qui est là, ça va, tout va bien, est-ce qu'il est bien mis au sein, est-ce que ça vous paraît... Voilà. N'hésitez pas à vous faire accompagner et puis qu'on jette un œil, voir si tout est bien. Justement, là, tu parles de est-ce qu'on a correctement réalisé sa mise au sein? Est-ce qu'il y a des positions qui permettent d'être plus ou moins confortable au moment de l'allaitement? Et là, je parle de position de la mère. Moi, j'étais très, très rigide parce que je pense que j'ai été mal formée. Pendant ce cursus, on nous apprend qu'il y a la Madone inversée, on passera sur les noms des positions.
Madone inversée, ballon de rugby, louve, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Donc moi, j'étais dans un truc... Ça, c'est des noms de positions non, de mais la officiel. mère. Non, mais c'est officiel. C'est-à-dire qu'on dit Madone inversée, c'est vrai. Louve, En fait, c'est vrai. tu peux pas te dire ça sans m'expliquer ce que c'est. La Madone, c'est quoi? Faut regarder sur Internet, mais la Madone, c'est, tu vois, c'est la position au sein classique où t'as le bébé dans les bras. Madone inversée, tu tiens ton sein, tu positionnes ton bébé en même temps. Okay. Louve, t'es à 4 pattes, ça c'est plus rare. Pour donner le sein, tu vois ce que je veux dire. Ballon de rugby, c'est le bébé sous les bras, comme quand tu portes un ballon de rugby. Okay. En fait, il y a une position qui est extraordinaire qui s'appelle biological. J'ai pas envie de me foutre la honte. Nurturing, on va dire. Donc, vous tapez ça, BN, les gens appellent ça BN. Et en fait, qui est une position assez physiologique pour mettre le bébé au sein. Mais là, c'est pareil, c'est compliqué donc, il y a plein de films, d'extraits de télévision. Vous allez regarder à quoi ça ressemble en vrai, mais grosso modo, c'est une position assez physiologique, assez simple. Vous mettez le bébé au sein comme il est. J'ai un truc que je capte pas. Pourquoi on recommande des positions dans votre formation ? Parce que on estime que c'est les positions qui vont permettre d'avoir un allaitement le plus efficace. Oui, non, mais c'est un peu comme les positions d'accouchement. En fait, c'est utile d'avoir des repères, de voir un peu comment on peut se positionner, mais il faut pas être rigide. C'est-à-dire, faut pas tout d'un coup se dire, parce qu'il y a des praticiens, moi j'ai fait partie de celle-là quand j'étais jeune, moi j'adorais la position sur le côté pour accoucher. Oui, mais en fait, ça convient pas du tout à toutes les femmes et à tous les bébés. Donc, en fait, il faut être très ouvert, avoir un maximum d'informations pour accompagner au mieux la femme et le bébé dans ce qu'ils souhaitent et dans ce qu'ils peuvent mettre en place ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder un maximum de trucs, mais en étant pitié pas rigide et se dire, moi, j'aime bien, c'est vrai, j'ai l'idée de donner le sein comme ça me plaît. Voilà, soyez ouverte. Ok, faut juste savoir qu'il y a plusieurs positions. Et un praticien hyper rigide qui vous dit, ah non, vous, c'est ballon de rugby et point final. Ok, peut-être, mais quand même, c'est chelou, quoi. Pourquoi le praticien, il dirait ça en fonction de notre anatomie ? Parce que des fois, le problème, c'est que l'allaitement, si tu veux, c'est un domaine de la médecine où, quand même, les gens font vachement en fonction de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes et en fonction de leur expérience. Et c'est des fois pas très scientifique. Et donc, en fait, les affects rentrent vachement en ligne de compte. C'est pas très bon. Est-ce qu'il y a des objets qui peuvent aider aux positions de l'allaitement ? Il y a tout un tas d'accessoires d'allaitement. Il y a... Alors ça, c'est pas inutile pour le coup. Vous avez les coussinets d'allaitement. Les coussinets, c'est des sortes de... Soit en coton, c'est soit lavable, soit pas lavable. C'est des choses qu'on met dans son soutien-gorge si on a des fuites de lait, très souvent. Il peut y avoir des coques pour récupérer le lait entre... Voilà. Il peut y avoir des bouts de sein. Il peut y avoir... Les bouts de sein, c'est des choses en silicone qu'on met sur le sein pour protéger son bout de sein. Mais là, attention. Par exemple, le bout de sein, si on le met quand on n'est pas accompagné, ça peut baisser la lactation. Donc, il faut quand même faire attention. Il y a le tire-lait qui est un instrument génial. Il y a le coussin d'allaitement. Il y a plein d'accessoires. Ce que je vous conseille, moi, pour démêler un peu ce qui est utile de ce qui n'est pas utile, c'est de demander à votre sage-femme. Mais grosso modo, on va dire que pour toutes les femmes, un coussin d'allaitement, honnêtement, c'est vachement pratique. Moi, je te trouvais ça... C'est un coussin comme un peu un traversin, là. Ouais. C'est ça, hein. Et après, on le garde pour toute la vie, en plus. Non, mais en vrai, c'est bien. Donc, c'est pas un achat perdu, quoi. Coussin d'allaitement. C'est pour positionner le bébé, pour se soulager un peu. Et puis même pour se positionner soit dans le canapé pour être bien. Ce qui est utile, donc, pour toutes les femmes, c'est coussin d'allaitement. Ensuite, la crème pour les bouts de sein. C'est une crème, il faut qu'elle soit comestible, bien sûr, qu'on met après l'allaitement pour se protéger le mamelon, bien qu'une goutte de lait puisse tout à fait faire l'affaire. Enfin, une goutte de son propre lait. Et les coussinets. Mais pour le reste, et le tire-lait. Mais le tire-lait même, c'est bien d'avoir des conseils. Donc, pour le reste, n'hésitez pas à vous faire épauler, conseiller, etc. Ok. Comment on sait que le bébé, il est nourri correctement ? Eh ben, il fait bien pipi. Ok. Ça, c'est vraiment, pour moi... C'est tout. Bah non, mais... Les femmes qui n'allaitent pas, on leur donne des quantités de lait à faire boire idéalement à leur enfant. Et on leur dit, toutes les 4 heures, il faut tant de millilitres. Et noter surtout ce que le bébé a bu ou pas. Non, là, j'exagère quand je dis mouille bien ses couches. Bon, non, mais pas et que. Du coup, le bébé qu'on allaite, comment on sait combien de lait il a déjà, il y a ce doux bruit de... Donc, on compte ses gorgées ? Non, mais vous allez entendre. C'est-à-dire que dès que vous mettez votre bébé au sein, en fait, vous n'entendez rien, c'est bizarre. Ok. Si un bébé mouille pas assez ses couches, c'est-à-dire qu'en fait, il a pas de pipi, pas de popo, ou très peu, c'est bizarre. Donc, il faut qu'il ait des couches bien pleines. Il faut qu'il soit quand même un peu apaisé après une tétée. On se dit, là, il a souvent un bébé qui a bien tété, on a l'impression qu'il est ivre. Ouais, franchement, on a l'impression qu'il est ivre. Évidemment, il prend bien du poids, mais ça, on n'a pas forcément une balance à la maison. Et encore que le poids, en plus, c'est compliqué parce que des fois, ils prennent, puis ils stabilisent. Et donc, bon. Mais en tout cas, faites-vous confiance quand même. Faites-vous confiance. Et puis, de toute façon, vous êtes environné de professionnels de la santé. Alors là, j'insiste, consultante en lactation, PMI, sage-femme, pédiatre, médecin traitant, on est plein autour de vous. Appuyez-vous sur nous. Mais des fois, c'est vrai qu'on s'y connaît pas assez en allaitement. On peut des fois induire des choses difficiles. Donc, c'est pour ça que les grands spécialistes disent quand même,
c'est les consultantes IBCLC. Consultante IBCLC. Ok. Et est-ce qu'on arrête si ça fait mal? C'est-à-dire qu'on est en train d'allaiter et tout d'un coup, ça fait mal pour une raison quelconque. Ça, c'est très important de rappeler que la douleur fait pas partie de l'allaitement. Avoir un tout petit peu mal dans les 10 premières secondes quand on met un bébé au sein et après c'est tout, ça c'est ok. Mais des femmes qui ont mal, soit parce qu'elles ont, un sein trop gonflé, soit parce qu'elles ont mal, parce qu'elles ont des crevasses, la douleur ne doit pas faire partie de l'allaitement. S'il y a de la douleur, ça veut dire je consulte sage-femme, médecin PMI, etc. pour faire le point et comprendre pourquoi j'ai mal. Souvent les femmes se disent c'est de la bobologie, je ne mérite pas, nanana. Non, on se fait accompagner. Il y a quasiment toujours des solutions, en vrai. Est-ce qu'on doit alterner entre chaque sein? Bonne question. Souvent, on dit un sein par tétée. Mais, tu vois, l'allaitement, c'est toujours... Mais ça peut être aussi les 2 seins dans une même tétée. En vrai, ça dépend un peu, mais vous pouvez retenir un sein par tétée. Ok. Et on en fait chacun à son tour? Et souvent, on alterne. Ok. Faut juste s'en rappeler, quoi, j'imagine. Ouais, alors il y a des femmes qui mettent des petits trucs sur leur soutien-gorge, mais souvent, elles s'en rappellent. Ok. En fait, il y a quand même un truc que je veux dire, c'est que souvent, l'allaitement, pour les femmes pour qui ça va poser problème, c'est que ça peut être difficile. On le dit jamais, on veut pas l'entendre, mais ça peut être quand même compliqué. Moi, par exemple, j'ai trouvé que l'allaitement était plus compliqué que mon accouchement, tu vois. C'est-à-dire, pendant 15 jours, j'ai trouvé que ce truc marathon qui s'étendait sur plusieurs jours, où t'as des difficultés, tu sais pas s'il mange, t'as mal, Tu vois, j'en étais sûre, tu sais pas s'il mange bien. Oui, tu t'inquiètes. Bah oui. Tu t'inquiètes, t'es là, t'as mal, tu sais pas si c'est normal que t'aies mal. Franchement, pour certaines, ça va couler de source, mais pour d'autres, ça va pas du tout couler de source. Mais vraiment, insister sur le fait que c'est résolvable. Si on a envie que ça se résolve, après, si en fait, on s'aperçoit que ça correspond pas du tout à ce qu'on avait envie, eh ben très bien, on arrête. Mais rappelez-vous de ça, c'est que ça peut être vraiment au démarrage, un peu chiant. Alors, c'est là où c'est un peu dégueulasse, la France. C'est-à-dire que effectivement, il peut y avoir des difficultés au démarrage pendant 1 mois. Puis après, on vous dit, vous allez reprendre le boulot à 2 mois et demi, où c'est vraiment un moment, ça peut marcher, on peut faire de l'allaitement mixte, mais du coup, ça te fait un kiff d'allaitement qui est souvent assez court. On peut allaiter en bossant, mais tu vois, madame, allaitez 6 mois, mais reprenez le boulot 2 mois et demi après. Justement, il faut allaiter tous les combien d'heures? Parce que, encore une fois, le biberon, on va donner un peu un calendrier. Enfin, un calendrier journalier, je sais pas comment on dit. Ouais. Quoique non, moi je suis contre au biberon. Ok. Moi je suis pour l'allaitement, pour une alimentation intuitive. À la demande, ouais. Ça veut dire bébé pleure. Mais bon, moi je suis pas pédiatre, donc là je vais me taire parce que là je vais m'attirer les foudres des certains, mais moi j'ai tendance à faire confiance au bébé. Donc il va pleurer quand il a faim. Il va se manifester, souvent il tire la langue. Ok. Et puis il cherche. Ok. Donc on apprend à reconnaître un peu les signaux, quoi. Oui, bon, bien sûr, il faut pas que vous donniez 3 litres de lait par jour. Non, mais évidemment, non, mais de toute façon, ça se passera pas. Mais une alimentation intuitive, oui, on pourrait dire ça. Et du coup, au sein, il y a beaucoup de tétés, souvent. Ouais. Au départ. C'est-à-dire qu'on est obligé de se réveiller la nuit, par exemple. Ouais. Ah oui. Et que c'est pas une charge qui est partageable, quoi. Non. Non, mais alors moi, c'est mon grand truc. C'est-à-dire que les femmes qui allaitent la nuit, elles ont droit à un repos compensateur dans la journée, de 4 heures. De 4 heures, ok. Bon, c'est complètement arbitraire, mon truc. Mais j'ai décrété ça tout seul dans mon coin. Alors évidemment, chacun s'adapte. Ça peut être 2 heures, ça peut être 3 heures, ça peut être 1 heure. Mais en tout cas, c'est l'idée de dire que même si le coparent, il se lève, même s'il fait des trucs la nuit et tout pour aider, en vrai, c'est pas pareil. Et donc, vous avez le droit à un repos compensateur dans la journée. Point barre. On allait de combien de temps, idéalement? 6 mois exclusifs et puis plusieurs années en mixte. Enfin, en mixte avec de l'alimentation normale, quoi. Ces chiffres-là, ils sortent d'où? De l'OMS. De l'OMS, ok. L'OMS recommande d'allaiter 6 mois. Exclusif, ouais. Exclusif, et ensuite... Plusieurs années. Il y a beaucoup de femmes qui arrivent à tenir ce rythme-là? Beaucoup, non. Pas du tout assez, parce qu'elles sont très mal accompagnées. C'est-à-dire même les femmes qui voudraient, elles sont pas accompagnées, et puis elles ont des circonstances d'existence qui font que c'est pas possible. Mais non, c'est compliqué. Mais une fois que je vous ai dit ça, c'est toujours compliqué de dire ça. Mais en même temps, je suis obligée de vous dire la vérité. C'est parce que, évidemment, le lait d'humain, c'est ce qu'il y a de plus spécifique pour les bébés humains et de plus adapté. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, moi, j'ai pas dit que j'avais allaité 3 ans. T'as allaité combien de temps? Moi, j'ai pas allaité longtemps. J'ai allaité 3 mois et demi. Mais j'aurais aimé faire plus, tu vois. Même toi. Ouais, j'aurais aimé faire plus, mais de fait, c'était pas possible dans ma vie. Sachant que, quelles sont les contraintes pour la mère qui allaite, qu'elle soit alimentaire ou autre? Alimentaire, il n'y en a pas, à part avec l'alcool auquel il faut faire très attention. Là, vous tapez alcool sur le site internet du CRAT pour en savoir plus. Le CRAT, CRAT. Exactement. Bien sûr, les médicaments, c'est les mêmes restrictions que quand on est enceinte. On ne prend aucun traitement sans l'avis médical. Et sinon, le reste, non, on peut s'alimenter comme on a envie. Toutes les restrictions alimentaires qu'on avait pendant la grossesse sont levées. Comment
Ça marche. Pour aider les femmes à allaiter plus longtemps, il y a un objet dont on a déjà un peu parlé dans l'épisode qui est indispensable, c'est le tire-lait, je suppose. Ça marche comment cette histoire ? Le tire-lait, c'est génial. Vous avez des tire-laits électriques, des tire-laits manuels. Il peut y avoir plusieurs usages. Ça peut être utile en cas de difficulté d'allaitement pour relancer la lactation. Ça peut être utile pour faire des réserves, pour pouvoir le donner ultérieurement au bébé. Ça peut être aussi pour tirer son lait pour le lactarium. Le lactarium, c'est super, c'est des structures qui recueillent le lait pour les unités de réanimation et de néonatologie. Ça, c'est génial. Mais bon, il faut avoir le temps et la possibilité de le faire, mais c'est vraiment super. Donc le tire-lait peut avoir moult usages, mais ce qui est sûr, c'est que c'est très très pratique. Là encore, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a aussi, je ne l'ai pas dit, des associations de soutien à l'allaitement qu'on peut joindre par téléphone. Le tire-lait, juste le principe, c'est qu'il soit manuel ou électrique, c'est quoi le principe ? Quand c'est électrique, c'est du pompage électrique. Quand c'est manuel, c'est vous-même qui, avec votre pression, allez tirer votre lait. Ok. J'aurais tendance à dire, essayez, voir. Mais ce qui est pratique, c'est que le tire-lait électrique, on peut faire des ordonnances, nous les sages-femmes et les médecins. Vous le louez et vous êtes remboursé. Il y a une prise en charge sécu mutuelle. Donc c'est quand même assez génial. C'est vrai que le tire-lait, moi, je trouve ça très, 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 très pratique. Ça va plus vite, ça va moins vite, c'est-à-dire que... Normalement, ça va plus vite en électrique. Okay. Mais il y a des femmes, je sais pas comment elles font, elles arrivent à tirer super vite avec du manuel, donc ça vaut quand même le coup d'essayer. Si l'électrique vous convient pas trop, essayez le manuel aussi. Ce qui est bien avec l'électrique maintenant, c'est qu'il y a des tout petits, donc on peut très facilement le transporter au boulot. L'idée, c'est de récupérer en une utilisation de tire-lait plus de lait qu'on aurait donné en une tétée. Enfin... Ah non, pas forcément. Non, pas forcément. Okay. Des fois, on a beaucoup plus, et à l'inverse, des fois, on a besoin de tirer beaucoup moins pour avoir une quantité suffisante de lait pour le bébé. Après, on le conserve comment ? Alors, au frigidaire pendant plusieurs jours, et ça peut être aussi au congélateur pendant plusieurs mois. Et là, je suis très fière de ce tuto que j'avais fait pour la maison des maternelles. D'ailleurs, c'est pas parce que je suis fière, parce que c'est grâce à moi, c'est grâce à l'invitée que j'avais, Véronique Darmanja, qui est consultante. Vous tapez tuto LMDM, la maison des maternelles, conservation du lait. C'est un tuto qui est regardé aussi par les étudiants de sage-femme, les étudiants en médecine. Je trouve que c'est d'une clarté pour une fois, parce que sinon, chacun y va de son petit commentaire sur la conservation du lait. Là, tout est expliqué en 5 minutes. Vous allez voir ce tuto, vous aurez tout compris. Mais c'est très, très pratique. Version... Grosso modo, l'idée, c'est que on peut le conserver plusieurs heures à température ambiante, plusieurs jours au frigo et plusieurs mois au congélateur. C'est quand même super pratique. Vraiment, mais c'est vraiment génial. C'est vraiment très, très pratique. Non, mais vous allez dire que je trouve ça assez extraordinaire aussi. C'est extraordinaire, hein. C'est quoi une montée de lait ? Ce qu'on appelle la montée de lait, c'est la phase transitionnelle du colostrum qu'ont les femmes le premier jour. Le colostrum, c'est de l'or liquide. C'est quelque chose qui est jaune d'or, qui est un sérum d'anticorps. Enfin, c'est vraiment de l'or pour le coup sur le plan nutritionnel et la santé. C'est le sort de premier lait qu'a la femme quand elle accouche. Et elle va avoir ça pendant 2-3 jours, 4 jours parfois. Et après, il va y avoir une transition de passage qu'on appelle le vrai lait. Mais en fait, c'est un abus de langage. Et donc, parfois, il va y avoir ce qu'on appelle une montée de lait, c'est-à-dire un pic inflammatoire quand le lait va arriver. Et donc, il y a des femmes, elles s'en apercevront même pas, c'est-à-dire qu'elles s'aperçoivent juste qu'on a changé de couleur et de consistance. Et puis d'autres, boum, elles vont avoir les seins durs comme de la pierre, elles vont avoir un peu de fièvre, elles vont se mettre à pleurer. Et puis en plus, c'est terrible parce que le bébé, il est ah super, il y a du lait hyper nourrissant et donc il tète comme un fou. Waouh, c'est décoiffant cette phase. Et on se dit ah non, mais c'est ça ma nouvelle vie, j'y arriverai jamais. Pas toutes, ça fait ça. Moi, ça fait ça. Après, chacune fait selon la chance qu'elle a. C'est chacune et sa chance en quelque sorte. Mais là, pareil, il faut se faire accompagner et surtout, il faut faire confiance au bébé qui va drainer le sein. Mais c'est impressionnant. Parce que on a vraiment l'impression d'avoir un petit marcassin sous amphétamine, quoi. Qui dévore. Donc on est là. Wow, j'exagère un peu. Sous amphétamine. Non, mais j'exagère tout. Vous me connaissez. Non, mais après, moi, c'est comme ça que ma mère me décrit. Donc. Voilà. Comment ça marche ? Comment on sait quand est-ce qu'on peut tirer notre lait ? Est-ce qu'on fait en fonction du temps qu'on a ou est-ce qu'on fait en fonction de quand on a des montées de lait ? Non, alors le plus souvent, les femmes, parce qu'on a souvent plus de lait le matin, elles tirent plus volontiers, mais elles font bien comme elles veulent. Elles tirent plus volontiers 1 heure après la tétée du matin, par exemple, mais en fait, elles font ce qu'elles veulent. Il y en a même, elles donnent le sein d'un côté, elles tirent leur lait de l'autre parce qu'elles trouvent ça pratique. Enfin, chacune fait comme elle le sent, comme elle veut. C'est à elle de faire sa propre expérience. Mais 1 heure après la tétée du matin, je trouve ça pas mal. Tu conseillerais quoi à une femme qui est pas du tout attirée par l'allaitement ? Hyper touchy, ça comme question. Hyper touchy, vas-y, Mais moi, j'ai le courage aujourd'hui de dire, maintenant que je suis vieille, j'ai le courage de vous dire que on peut ne pas vouloir allaiter, bien sûr. Mais ne pas vouloir allaiter sans s'être renseigné sur ce que c'est l'allaitement, parce que le problème, c'est que souvent, en fait, on est pris dans une ambiance générale qui fait qu'on a plein d'a priori et d'idées fausses sur l'allaitement.
Et donc, en fait, des fois, vous n'aimez pas l'allaitement, mais vous savez même pas pourquoi. Donc, moi, je dis, allez sonder votre cœur et allez vous renseigner sur le sujet. Et après, comme ça, vous prendrez une décision en conscience et une décision éclairée. Mais je vous dirai la même chose pour le choix du lieu d'accouchement, je vous dirai la même chose pour le péridural, pas péridural, etc. C'est-à-dire que c'est des choix qui vont impliquer la vie de votre enfant et votre vie. Et donc, les traitez pas par-dessus la jambe. Donc, quand même, renseignez-vous, ça vaut le coup. Moi, il y a plein de femmes qui changent d'avis, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a plein de femmes qui disent, ah, mais moi, c'est sûr, je vais allaiter pendant 3 ans. Puis finalement, pas du tout. Et puis, à l'inverse, des femmes qui n'avaient pas envie d'allaiter et qui ont trouvé ça super. Est-ce qu'on peut conseiller aux femmes d'essayer l'allaitement ? Est-ce qu'on peut vraiment se faire un avis sans avoir essayé ? Bah, tu veux le fond de ma réponse ? Bah, je veux ton avis, ça reste personnel. Alors, on va exclure des femmes qui ont des histoires très compliquées, très douloureuses, pour lesquelles on en aura parlé pendant la grossesse, etc. Celles-là, on n'en parle pas. Mais pour les autres, pourquoi ne pas essayer ? Ça fait de mal à personne. Donc moi, je vois pas pourquoi pas essayer. Des fois, on se surprend, il y a plein de choses dans la vie. Tant qu'on n'a pas essayé, je sais pas, non ? Est-ce qu'on peut aussi facilement arrêter une fois qu'on a essayé ? Ouais. Franchement, les gens qui disent ça, c'est ouais. Ok. Parce qu'en plus, visiblement, ça n'a pas l'air facile quand on veut pas allaiter de lutter contre la nature. Enfin, c'est-à-dire que le corps, il va quand même manifester... Oui, non, mais ça peut être très pénible, mais on prend des anti-inflammatoires et tout. Mais là où j'ai été malhonnête dans ma réponse, c'est-à-dire que le problème... Non, mais ça, j'ai été malhonnête. Le problème, c'est que pour savoir à quoi ressemble vraiment l'allaitement, et c'est là où je suis malhonnête, c'est qu'en fait, il faut allaiter 3-4 semaines au moins. Parce que des fois, comme j'ai dit, parfois, il y avait des difficultés au démarrage. Donc là, je suis un peu en train de pousser toutes les femmes à allaiter, donc c'est pas mon discours. Mais quand même, franchement, essayez, vous verrez bien. C'est chouette, hein. Ça peut l'être, en tout cas. Ah ouais. Ça peut aussi ne pas être chouette, non ? Ah bah bien sûr. Non mais évidemment. Mais faut en donner pour tout le monde. non, mais bien sûr, mais quand même, c'est chouette. C'est très étonnant, le lien. Il y a un truc, par exemple, mais moi, ça, je l'ai ressenti, donc je vous le dis, c'est que tu mets ton bébé au sein, là, tu sécrètes à fond de l'ocytocine, donc l'hormone du plaisir, de l'attachement, de plein de trucs. Et du coup, moi, j'ai ressenti des papillons dans le ventre. Non, mais c'est quand même génial, des papillons dans le ventre, genre, tu vois, des trucs extraordinaires, des papillons dans le ventre. Non, il y a quand même des grandes joies. Ok. Bon, pour conclure, je veux quand même vous dire que c'est très chouette d'allaiter. Renseignez-vous un maximum, allez écouter plein de ressources et n'hésitez pas à vous faire accompagner un maximum après, parce que c'est vrai qu'on est un peu nul en France, faut quand même le dire, sur l'accompagnement à l'allaitement. Donc allez trouver les bonnes personnes, ressources qui vont vous aider, vous épauler. Et d'ailleurs, ça peut être aussi des amis, des sœurs, des tantes, etc., qui sont parfois même plus fortes que nous. Merci Anna, merci pour tous tes conseils. On espère que ça vous aidera à faire un choix peut-être un peu plus éclairé. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.